Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est aujourd'hui que sort en avant-première dans 37 salles le film de Phylicia Lloyd, La Dame de Fer. C'est un film européen avec Meryl Streep dans le rôle de Margaret Thatcher. Une occasion pour Franck Ferrand de revenir sur l'histoire récente de la Grande-Bretagne. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Les Britanniques ont célébré au début de la semaine le 60e anniversaire du règne d'Élisabeth II, qui fait à peu près l'unanimité outre-Manche. On ne peut pas dire que l'autre anglaise importante du XXe siècle fasse l'unanimité. Margaret Thatcher, aujourd'hui titrée baronne Thatcher de Kesteven, suscite toujours les mêmes réactions tranchées. On peut dire que les uns l'adorent et les autres la détestent. Il en a été ainsi durant tout son parcours. Et d'ailleurs, le film la montre dans les grands moments de sa carrière. Eh bien, ce sont ces grands moments, justement, que je vous propose de revivre. Et comme tout ça n'est pas très vieux, eh bien, ça devrait rappeler des souvenirs à pas mal d'entre nous. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Imaginez-vous un peu dans un épisode de Barnaby, c'est pas tout à fait la même chose. Nous sommes dans l'Angleterre provinciale, sauf que nous sommes là au tout début de la dernière guerre. La jeune Margaret Roberts, elle vient d'avoir 14 ans, nourrit une sourde rancune envers la nouvelle directrice de son école, qui s'appelle Miss Gillis. Celle-ci, à peine nommée, a tout fait pour la décourager de s'inscrire dans le corps des administrateurs de l'Inde, des Indian Civil Service, qui est une administration coloniale encore tout imprégnée d'une atmosphère à la Kipling. Et l'année suivante, Margaret, qui a choisi de s'orienter vers les sciences et qui est en train de constituer tout son petit dossier pour postuler à l'université de Nottingham, se heurte une fois encore à sa directrice. Elle est ambitieuse, cette Margaret, et comme une de ses camarades de classe, la fille du pasteur anglican, a constitué un dossier pour Oxford, elle se dit qu'elle aussi pourrait peut-être tenter sa chance. Seulement, Miss Gillis est là qui intervient. Mais Oxford, ma chère, c'est loin, c'est cher, c'est difficile. Et surtout, ce n'est pas pour vous. Il faut pas oublier ce que veut dire la directrice, c'est que ça n'est pas pour les gens de la condition de Margaret. On est à une époque dans une Grande-Bretagne extrêmement hiérarchisée avec des strates sociales assez étanches, il faut pas l'oublier. Et là, Miss Gillis lâche l'argument suprême pour entrer au Somerville College, qui est un des pôles féminins d'Oxford. Il faut maîtriser parfaitement le latin. Et vous, ma pauvre Maggie, vous ne parlez pas le latin. Et bien qu'à cela ne tienne, la jeune postulante souscrit à des cours intensifs chez le professeur de latin du lycée de garçons et dans la foulée, elle postule pour l'unique bourse de sciences de Somerville College. Elle se démène, bien entendu, et elle arrive première ex aequo, sauf que l'autre candidate est plus âgée, ce qui fait que Margaret doit laisser sa place. En fait, elle sera sauvée par un désistement et elle entre triomphalement à Oxford sous les yeux éberlués, un petit peu déconfit sans doute, de Miss Gillis. 17 ans plus tard, l'élève sera devenue députée. Et lors d'un dîner des anciennes élèves de l'école de Grantham, Miss Gillis, qui maintenant est en fin de carrière, doit saluer la députée, bien entendu, dans une petite allocution très chaleureuse. Hélas pour elle, elle veut se fendre d'une citation latine et elle commet une erreur. À ce moment-là, la députée prend la parole et elle la corrige sans pitié, en public, devant un public consterné évidemment. C'est ainsi, Margaret est persévérante, ça je vous l'ai dit, mais vous avez compris qu'elle avait la rancune tenace. Cette Margaret Roberts, Maggie pour les intimes, était née le 13 octobre 1925 à Grantham, donc dans le Lincolnshire. On est au centre de l'Angleterre, à 150 km environ au nord de Londres, sur la route d'Édimbourg. Elle est née dans une famille clairement dominée par la figure paternelle. La mère est couturière, il y a une fille aînée, Muriel, mais c'est bien le père qui compte avant tout aux yeux de la bouillante cadette. Alfred, dit Alf, est épicier. Tout son temps libre, il le partage entre... D'ailleurs, quand je dis tout, il n'a pas tant de temps libre que ça, mais il le partage entre le temple, puisque chez les Roberts on est méthodiste, et le conseil municipal. Alf Roberts deviendra maire de Grantham en novembre 1945.
Alors à la maison, on cultive 3 valeurs. Le travail et puis parfois, quand on a un peu de temps, le travail. Margaret est née au-dessus de la boutique familiale, elle y donne très tôt un coup de main naturellement, et c'est sans doute dans cette épicerie que vont se forger un grand nombre des principes d'économie, de vertu, certains diront d'étroitesse, qui détermineront son action plus tard. À Grantham, c'est peu dire que Margaret suit en tout l'exemple paternel, elle travaille bien à l'école, elle suit des études de chimie au Somerville College, je vous l'ai dit, et faut quand même se remettre dans l'esprit de l'époque, pour une femme c'est pas du tout évident, et elle commence à travailler dès 1947, elle a 21 ans, dans un labo où elle effectue des recherches, mais assez vite, sa carrière va bifurquer. Elle va bifurquer après son mariage avec un chef d'entreprise, Dennis Thatcher. Ça va l'orienter vers toute autre chose. Ce mariage, qui est un mariage d'amour raisonné, comme disent les biographes, ce mariage est une grande rupture dans la vie de Margaret. Elle rompt à ce moment-là avec sa ville d'origine, avec le méthodisme, puisqu'elle change de religion pour devenir anglicane, et d'une certaine façon avec son milieu social. Dans une société britannique, je vous l'ai dit, très étagée, on peut dire que Margaret vient de prendre un ascenseur assez efficace. Du reste, elle est efficace. En Angleterre, dira-t-elle, quand vous voulez des paroles, adressez-vous aux hommes, et quand vous voulez des actes, adressez-vous aux femmes. Discord and Harmony sur Europe, un extrait de la bande originale du film La Dame de Fer, un extrait composé par Thomas Newman. Restez avec nous, Margaret Thatcher. Voilà de quoi nous parle aujourd'hui Franck Ferrand sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Alors que vient de sortir le film La Dame de Fer avec Meryl Streep. Il sort en avant-première. Il sera mercredi dans toutes les salles. Exactement. Et bien vous revenez exactement aujourd'hui sur le parcours, il faut dire incroyable, de Margaret Thatcher. Oui, si on m'avait dit que j'allais prendre un jour Margaret Thatcher comme héroïne d'un de mes récits, ça m'aurait fait sourire. Bien, vous voyez, ça tout est possible. L'histoire mène à tout. Alors, elle vient de se marier, notre Margaret, je vous l'ai dit, ça l'a fait changer un peu de statut. Le couple va avoir 2 jumeaux, un garçon et une fille, dont je vous laisse imaginer quelle éducation ils ont reçue. Carole deviendra plus tard journaliste et Marc homme d'affaires. Et c'est dans le contexte, c'est sous l'emprise, devrais-je dire, de cette nouvelle vie, que Margaret se lance dans la carrière politique au Parti conservateur, faut-il le préciser. J'allais dire d'abord de façon modeste, mais chez elle, si tout reste assez humble, rien n'est jamais modeste. La jeune femme se donne à fond dans tout ce qu'elle fait, et après 2 tentatives infructueuses, la 3e se révèle payante. En 1959, elle est élue députée de Finchley, qui est une circonscription au nord de Londres. Et là encore, à l'époque, une femme à la Chambre des communes, une femme dans l'enceinte de Westminster, ce n'est pas très fréquent. Elle grimpe gentiment, il serait peut-être plus juste de dire allègrement, au sein des arcanes du parti Tory, jusqu'à se retrouver ministre de l'Éducation en 1970, un poste qu'elle va occuper jusqu'en 1974. Les enseignants n'ont qu'à bien se tenir. Elle fait alors partie du gouvernement un peu, de circonstance de Edward Heath. Vous savez, c'est l'homme qui va faire entrer le Royaume-Uni dans le marché commun. Au sein du parti, Maggie, je vous l'ai dit, a beaucoup progressé, mais elle est en butte, évidemment, à la double misogynie des hommes politiques anglais d'abord, et puis des membres du parti conservateur, surtout. Il va falloir des années, et je ne le verrai pas de mon vivant, proclame-t-elle, pour qu'une femme dirige un jour ce parti et devienne Premier ministre. Elle dit ça en 74, moyennant quoi, dès l'année suivante, elle se retrouve à la tête des Tories et en bonne place pour accéder au 10 Downing Street. Avant cela, tout de même, il y aura eu la campagne mémorable de 79 où la candidate, dans son bus de campagne, sillonne le pays avec une sorte de constance et de santé inaltérable qui va faire l'admiration générale. Il y a là l'héritage génétique un peu moral du papa Roberts, de l'épicier de Grantham. Lorsqu'elle entre au 10, comme disent les londoniens, pour parler du 10 Downing Street, dans une véritable vague triomphale qui vient de balayer l'étatisme du gouvernement travailliste de Callaghan, un gouvernement qui avait été miné par la crise sociale de l'hiver 78-79, qu'on appelle outre-Manche l'hiver du mécontentement. Donc, quand elle devient Premier ministre, elle est la première femme à occuper le poste en Grande-Bretagne et plus généralement, la première femme à devenir chef de gouvernement dans un grand pays occidental. Elle a, à l'époque, 53 ans. On la surnomme déjà depuis pas mal de temps au sein du parti la Dame de Fer. Et on peut dire que le pays entier, bientôt le monde entier, vont comprendre le sens de ce gracieux surnom. En 1976, déjà, on lui avait demandé ce qu'elle pensait de ce surnom de Dame de Fer.
Et elle avait répondu « Si c'est comme ça qu'ils interprètent ma défense des valeurs et des libertés fondamentales, je l'accepte volontiers. » Et elle ajoutait « Vous savez, c'est une femme comme Eva Peron, sans aucun idéal, peut aller aussi loin qu'elle l'a fait. Imaginez jusqu'où je vais pouvoir aller, moi, avec les idéaux que j'ai. » Alors je suis très heureux d'accueillir pour nous aider à mieux comprendre la personnalité, somme toute assez complexe, plus complexe qu'elle en a l'air, de Margaret Thatcher, une voix que connaissent très bien les auditeurs d'Europe 1. Vous savez, à l'Opéra de Paris, il y a les danseuses étoiles, nous avons nos reporters étoiles, et c'est le cas d'Esther Lenman. Bonjour Esther. Gentil. Bonjour Franck. Vous avez été correspondante d'Europe 1 en Angleterre pendant 15 ans, vous avez d'ailleurs passé 20 ans de votre vie à Londres. Absolument. Et vous avez bien connu Margaret Thatcher, dont vous avez couvert, on peut dire, les derniers temps, et notamment le départ assez fracassant. Spectaculaire, rapide, surprenant. Enfin, ça a été un grand moment d'histoire. Et très choquant pour elle, puisque je crois que personne ne s'attendait à ce qui s'est passé là-bas. Personne ne s'attendait à ce que ça se passe avec une telle brutalité et une telle rapidité. Donc nous allons avec vous revenir sur ces années Thatcher, le personnage de Margaret Thatcher lui-même et puis bien entendu tout ce qu'il y a derrière. Ça a été une énorme révolution, non seulement pour le Royaume-Uni, mais on peut dire d'une façon générale pour l'Europe. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Première femme Premier ministre en Angleterre, première femme chef de gouvernement, vous l'avez dit Franck, d'un grand pays occidental. Nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 à la Dame de Fer. Eh oui, la Dame de Fer, d'où lui vient ce surnom, Esther Lenman? Eh bien, ce sont les Russes qui l'ont surnommée la Dame de Fer. Elle faisait un de ses premiers discours de politique étrangère. Et Margaret Thatcher, parmi ses véritables convictions profondes depuis le début jusqu'à la fin, il y avait l'anticommunisme. C'était une lectrice assidue de Solzhenitsyn et elle avait donc fait un discours assez anticommuniste et l'agence TASS avait titré sa dépêche la Dame de Fer, surnom qu'elle a repris à son compte et qui lui a beaucoup servi parce que c'est vrai qu'elle était une femme, vous l'avez dit, elle était fille d'épicier et donc il y avait ce double handicap, cette vulnérabilité. Alors compenser ça par cette image de Dame de Fer, ça lui permettait de montrer qu'on ne lui marcherait pas dessus. Et ça lui permettait peut-être aussi de renouer avec l'esprit churchillien quelque part que Eden, que Heath, etc. avaient un peu mis de côté pour se montrer europhiles et proches du marché commun comme on disait à l'époque. Elle se réinscrivait dans une sorte de lignée très churchillienne comme ça, très atlantique et très anticommuniste finalement. C'est vrai, mais en même temps, vous l'avez rappelé, elle a été ministre sous Heath. Et même quand elle a été élue en 79, son programme, sa ligne était quand même beaucoup plus middle of the road, j'allais dire, beaucoup plus centriste qu'elle ne l'a été plus tard. Si vous voulez, la personnalité et le programme, les convictions de Thatcher se sont affirmées au fur et à mesure de son règne, de ses années à Downing Street. Alors, vis-à-vis des soviétiques, précisément, qu'il l'avait donc ainsi surnommé, elle a fait preuve d'une certaine ouverture, elle a compris très tôt la nature de Mikhaïl Gorbatchev. Elle était l'un des premiers dirigeants occidentaux à le comprendre, en fait. Bien sûr, je crois que de toute façon, Thatcher disait toujours qu'elle jugeait les gens en 10 secondes. Et c'était vrai. Donc côté rayon laser. Voilà. Elle vous aimait ou elle vous aimait pas. Elle avait deux sur ses... Quand elle allait, par exemple, dans les ministères au début, parce que l'une des premières choses qu'elle a faites comme Premier ministre, ça a été d'aller visiter tous les ministères. Elle rencontrait tous les hauts fonctionnaires et elle avait apparemment une feuille de papier sur laquelle il y avait 2 colonnes, oui, non. Et elle faisait ça avec tout le monde, y compris avec les autres personnalités politiques. Et effectivement, après sa première rencontre, je crois, avec Mikhaïl Gorbatchev, elle avait dit que c'était quelqu'un avec qui on pouvait faire affaire. Oui, elle avait compris qu'il y aurait des ouvertures possibles. Alors, très tôt, elle veut marquer une rupture avec... on va dire la socialisation, l'étatisation de la société britannique. Il faut dire quand même qu'au moment où elle accède au pouvoir en 79, les Britanniques, on l'a complètement oublié aujourd'hui, puisqu'ils sont devenus une sorte de symbole, le nouveau symbole du libéralisme, etc. Mais les Britanniques étaient allés très loin dans l'étatisation, dans la collectivisation, en tout cas dans la société de ce qu'on appelait le welfare state à l'époque. Alors c'est vrai, et c'était une des choses qu'elle a dites plus tard pour justifier la dureté des mesures qu'elle a prises, que par exemple le système de santé était, et d'ailleurs est toujours aujourd'hui entièrement gratuit, en tout cas le système de santé public. C'est vrai que l'économie était largement nationalisée, c'est vrai que les syndicats
contrôlait l'industrie, contrôlait l'embauche. Par exemple, vous aviez le phénomène qu'on appelait les closed shops, où vous ne pouviez pas embaucher quelqu'un dans une usine sans l'accord des syndicats. Et on disait, du temps de Wilson, on disait que l'Angleterre était gouvernée dans un des bureaux de Number 10 par le Premier ministre et ses amis syndicalistes dans la fumée des pipes, puisqu'ils se réunissaient tous en fumant la pipe, en buvant de la bière, et ils décidaient des affaires du pays. Et c'est vrai que ça... elle a cassé tout ça. Elle a cassé. Jusque-là, il y avait une espèce de consensus politique avec effectivement une droite qui était le parti Tory, les conservateurs, une gauche qui était le Labour, mais il y avait une espèce d'accord mou, c'était des nuances. Il n'y avait pas de remise en cause, par exemple, du rôle de l'État. Je vous dirais que c'est un peu comme aujourd'hui en France, où même à droite, on ne remet pas en cause le rôle fondamental de l'État. Et c'est vrai que le thatcherisme, l'équipe qui entourait Thatcher, la grande rupture, ça a été une remise en cause du rôle de l'État. Alors, il faut ça allait simultanément avec ce qui se passait. Enfin, quand je dis simultanément, ça devance de quelques mois seulement la même révolution aux États-Unis avec l'administration Reagan, sachant que les États-Unis ne sont jamais allés aussi loin, évidemment, eux, dans l'étatisation. C'est vrai, mais je crois qu'il y a une autre chose qu'il faut rappeler, c'est que quand Thatcher est arrivé au pouvoir, le pays était quasiment en faillite. Vous parliez de l'année du mécontentement. D'abord, il faut rappeler que 1976, la Grande-Bretagne est obligée d'appeler les experts du FMI, un peu comme la Grèce aujourd'hui, pour contrôler ses finances, parce que le déficit était absolument énorme. Et le résultat, c'est un pays donc où les choses fonctionnaient mal, et vous aviez régulièrement des grèves du secteur public. Vous savez que quand on regarde la Grèce, on comprend un peu. Et cet hiver-là, l'hiver de 78-79, la grève, par exemple, vous ne pouviez pas enterrer les morts parce que les fossoyeurs étaient en grève, les poubelles n'étaient pas ramassées, il y avait des coupures d'électricité. Enfin, c'était vraiment un pays à l'agonie, enfin, peut-être un peu excessif. C'était un pays qui allait très mal. C'était vraiment l'homme malade de l'Europe, on disait à l'époque. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'elle a été élue, parce que Thatcher, au sein du Parti conservateur, elle a battu Edward Heath un peu. Il y avait des élections internes, puisque Heath avait perdu plusieurs élections, donc il fallait trouver un nouveau leader. Elle s'est présentée contre lui, et elle a été élue presque à la surprise générale, y compris à la sienne. Oui, c'est ça. Elle ne s'attendait pas. Elle disait elle-même que son rêve à elle, c'était de devenir ministre des Finances. Elle n'avait, vous le citiez, elle n'avait jamais pensé devenir leader du parti. Elle a été élue donc leader du parti et elle a remporté ses élections. Et effectivement, ça a été la grande rupture. Qui allait en entraîner d'autres. Alors, son image de femme extrêmement dure et inflexible, nous allons parler dans un instant, ça va être mon deuxième récit, parce que maintenant je fais comme ça, vous avez remarqué, Julien. Voilà, maintenant on a deux rations. Ça fonctionne bien d'ailleurs. Cette image très, très dure, elle l'a gagnée lors de deux conflits terribles. D'abord, il y a l'affaire de l'IRA et de l'Irlande du Nord. Elle a été quand même d'une dureté absolument incroyable dans cette histoire. On est là au tout début du mandat, hein, la grève de la fin des prisonniers républicains, c'est 1981. Moi, je vous dirais qu'elle l'a gagnée avant au sein même de son propre parti. La première guerre qu'elle a menée, ça a été de prendre le contrôle du Parti conservateur. Une femme, fille d'épicier, dans un parti qui représentait la bourgeoisie traditionnelle conservatrice et qui était de tout temps dirigée par la haute bourgeoisie, par des aristocrates, des hommes blancs, de préférence d'une soixantaine d'années. Je crois qu'il a d'abord fallu qu'elle tienne le parti. Une fois qu'elle avait remporté cette victoire-là, je crois qu'elle a dit quelque part l'acier est entré dans mon âme. Oui, c'est ça. Eh bien, l'acier, elle l'a manifesté là, puisque Bobby Sands, on se rappelle cette affreuse histoire, et 9 autres détenus qui demandaient le statut de prisonnier politique, donc en Irlande du Nord, vont se laisser mourir. Voilà, et Londres ne bouge pas. Hein, si vous voulez, c'était effectivement, vous aviez des membres de l'IRA, des membres de l'IRA qui étaient emprisonnés pour des attentats. Ils n'étaient pas emprisonnés parce qu'ils étaient membres de l'IRA, ils étaient emprisonnés parce qu'ils avaient commis des attentats, et ils réclamaient effectivement le statut de prisonnier politique que le gouvernement ne voulait pas leur donner. Et ils ont fait une grève de la faim pour essayer de faire pencher la balance. Thatcher considérait que c'est du chantage. Elle a effectivement laissé mourir Bobby Sands. Je crois que c'était 60 jours de grève de la faim ou un peu plus. Et le jour de sa mort, elle a été à la Chambre des communes et elle a dit, pour expliquer son attitude, elle a dit que cet homme était un criminel condamné
par la justice. Il a choisi de se donner la mort. C'est un choix que son organisation ne laissait pas à beaucoup de leurs victimes. C'était ça la position de Thatcher. Elle considérait que c'était un bras de fer, que c'était du chantage et qu'on ne cède pas au terrorisme. L'autre épreuve du feu, cette fois au sens propre, c'est la guerre des Malouines. Ça lui a été apporté sur un plateau de vermeil, si je puis dire. C'était pas prévu du tout, évidemment. C'était pas prévu du tout et c'est compliqué. Il faudrait rappeler que quelques années plus tôt, un coup d'État militaire avait pris le pouvoir. Le général Galtieri avait pris le pouvoir en Argentine, oui. Que pour des raisons de politique intérieure, il avait besoin de faire un coup d'éclat, les Malouines étant ces petites îles qui sont à côté de l'Argentine, et que les Britanniques ne l'avaient pas vu venir, que Thatcher ne l'avait pas vu venir, et qu'ils se sont retrouvés effectivement avec... écoutez, on dit même que quand les Argentins ont envahi les îles, les Falklands, comme disent les Anglais, les Malouines, pendant plusieurs heures, les Britanniques n'étaient pas au courant. Oui. Il leur a fallu plusieurs heures pour vérifier l'information. Donc c'est pour vous montrer à quel point c'était loin de... Mais là encore, elle va tenir ferme et elle va remporter cette petite guerre, ce qui évidemment est une victoire de plus. Alors ce sont toujours des victoires amères, mais qui assoient évidemment son statut et sa personnalité. Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui sur Europe 1, Franck Ferrand nous parle de la figure de Margaret Thatcher. Alors le 5 mars 1984 éclate un des plus gros conflits de l'histoire sociale britannique, un bras de fer considérable, un de plus, dont Margaret Thatcher sait bien qu'elle y risque son poste. Face à elle se dresse le très marxiste Arthur Scargill, qui est le chef du syndicat des mineurs, un potentat surnommé le roi Arthur, qui fait un peu la pluie et le beau temps dans l'industrie minière et qui a déjà aligné, devrais-je dire, sur son tableau de chasse, deux premiers ministres, le conservateur Edward Heath, dont la chute avait entraîné évidemment celle de Margaret Thatcher, alors ministre de l'Éducation, et puis un travailliste modéré, James Callaghan, qui a été emporté, on peut dire, dans la suite des mouvements sociaux de l'hiver du mécontentement 78-79, dont nous parlions avec Esther Lenman il y a un instant. Autour de Margaret Thatcher, tout le monde est d'avis qu'il faut négocier d'urgence avec Scargill, mais la dame de fer, pour sa part, a décidé, et ça vous surprendra pas, qu'elle ne négocierait rien. L'enjeu du conflit, c'est la décision prise par British Coal, donc la compagnie publique d'exploitation des mines de charbon, de fermer un puits dans le Yorkshire, en plein cœur des Midlands, et surtout son projet d'en fermer bien d'autres. À l'époque, les mineurs constituent une véritable armée de travailleurs ultra syndiqués, ultra fidèles au roi Arthur. 190 000 ouvriers sont ainsi employés par la compagnie publique sur 170 sites. On peut dire qu'il ne s'agit quand même pas d'une bagatelle. On peut dire aussi que le conflit ne tarde pas à dégénérer. En une seule semaine, c'est la grève générale. Il faudrait lâcher un peu de lest. C'est en tout cas ce que crient et s'égosillent les conseillers dans l'entourage de Margaret Thatcher. Elle reste absolument inflexible. Alors le conflit dégénère, de nombreux affrontements vont éclater un peu partout entre manifestants et forces de l'ordre. Le gouvernement envoie la police monter, charger les manifestants. Au total, le conflit fera quand même, à la fin, 3 morts, plus de 20 000 blessés, 11 300 manifestants ont été arrêtés lors des diverses opérations, plus de 200 seront traduits en justice, dont le fameux Arthur Scargill lui-même. En vérité, si l'affrontement prend cette tournure violente, c'est que le Premier ministre a décidé de jouer le tout pour le tout et de briser la grève. Les non-manifestants sont conduits sur leur lieu de travail sous protection policière, parfois même dans des fourgons de police, ce qui suppose la mobilisation au cœur de l'Angleterre de milliers de policiers. On a une impression d'état d'urgence, évidemment. C'est ce qui va contribuer, sans doute, à dégrader encore un peu plus le climat tellement dur de ce conflit. Les épouses des mineurs multiplient partout les quêtes de solidarité, de nombreuses personnalités travaillistes apportent leur soutien au mouvement, même au sein de la famille royale, de hautes voix s'élèvent contre cette gestion sociale considérée comme archaïque. Madame Thatcher scie à peine, elle ne bronche pas, elle ne bouge pas d'un pouce, sa mise en pli impeccable et son sourire crispé semblent dire que celui qui la contraindra à la négociation n'est pas encore né.
The Great in Great Britain, extrait de la bande originale du film La Dame de Fer, Franck. Alors, ce bras de fer de 1984 va durer toute l'année, un peu plus d'un an. Il divise profondément la Grande-Bretagne. Dans chaque famille, il y a évidemment les partisans des gueules noires et ceux du gouvernement, les partisans du roi Arthur et ceux de la Dame de Fer, si je puis dire. Derrière tout cela, évidemment, il y a un enjeu énorme, vous l'avez compris, c'est bien celui d'un choix de société, c'est ce dont nous parlions à l'instant. Société étatisée ou libérale, Angleterre dominée par les syndicats ou par les marchés. Au milieu des années 80, rien n'est joué de ce point de vue. Après 359 jours de conflit, les mineurs capitulent. On peut dire que là, c'en est fini de la puissance syndicale au Royaume-Uni. Bientôt, ce seront les grandes vagues de privatisation. C'est le thatcherisme en mouvement. Madame Thatcher a gagné. La presse du monde entier prend acte du résultat de cette lutte épique. Le Daily Telegraph du 5 mars 1985, on est à l'époque donc au premier anniversaire du déclenchement du mouvement ouvrier. Le Daily Telegraph note: la défaite du syndicat des mineurs a entraîné un changement de première importance dans le rapport de force entre le gouvernement et les syndicats. Dorénavant, aucun syndicat dans le secteur public ne pourra plus imposer sa volonté par la seule force. Et voici ce qu'écrivait à l'époque le correspondant de l'AFP. Le bilan est terrible, dit-il, pour le syndicat des mineurs, qui s'appelait le NUM. Grand perdant du conflit, et pour son président à vie marxiste, l'énergique et éloquent, Arthur Scargill, devenu étrangement silencieux. Témoin impuissant des fermetures de puits contre lesquelles il a si ardemment combattu, le NUM n'a pu éviter une scission historique. Les modérés de la région du Nottinghamshire, donc on est là au centre de l'Angleterre, qui avaient continué à travailler tout au long de la grève, contribuant ainsi à son échec, ont formé l'UDM, l'Union des mineurs démocrates, et sont devenus les interlocuteurs privilégiés de l'ancien syndicat. Ça a fini par regrouper tout ça quand même 40 000 membres. Après un conflit aussi dur, explique l'ANP, le NUM ne peut espérer voir renaître à court terme une nouvelle combativité de sa base. Même au sein de son comité exécutif, la modération est à l'ordre du jour. Celui-ci a récemment rejeté à une large majorité l'idée émise notamment par M. Scargill d'une grève nationale des heures supplémentaires pour protester contre la fermeture d'un puits du nord-est de l'Angleterre. Le syndicalisme britannique est mort, disait le correspondant de l'AFP. De fait, 24 puits de mines seront abandonnés en 85, 16 en 86, 35 au cours des 3 années suivantes. 30 ans après le conflit, le nombre des mineurs encore en activité se réduit aujourd'hui à quelques centaines, près de 100 fois moins par rapport à ce qu'ils étaient en 1984, et les puits en fonction, qui sont aujourd'hui réduits à moins d'une dizaine, sont devenus quasiment des conservatoires. Le démantèlement de la filière publique du charbon s'est soldé, du reste, par la privatisation de ce qu'il en restait. Du point de vue du gouvernement et de Margaret Thatcher, c'est sans doute un succès. L'image de la Dame de Fer, en revanche, s'est beaucoup dégradée, en Grande-Bretagne même, mais aussi partout en Europe. Et c'est l'époque, évidemment, où chez nous, le chanteur Renaud lançait sa célèbre chanson Miss Maggie. Femme du monde ou bien putain, qui bien souvent est les mêmes. Femme normale, star ou boudin, femelle en tout genre, je vous aime. Même à la dernière déconne, je veux dédier ces quelques vers issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière. Car aucune femme sur la planète sera... Renaud, vous l'avez dit, Franck, avec son Miss Maggie. Et c'est d'ailleurs à la fin de cette année 84, dans un autre contexte, celui de la lutte avec l'IRA, que le congrès du Parti conservateur à Brighton va subir ce fameux attentat, et Margaret Thatcher échappe à cette explosion, Esther Lenman. Oui, on va le rappeler rapidement. Comme les partis français ont des universités d'été en Grande-Bretagne, tous les partis, à la rentrée, juste avant la rentrée parlementaire, se retrouvent pour 2-3 jours. Il y a les militants, il y a les députés, et il y a du côté conservateur, évidemment, il y avait Margaret Thatcher, Premier ministre, avec donc tout son gouvernement qui était descendu tous au même hôtel. Et puis, une bombe de l'IRA placée juste en dessous de la chambre où elle était. Elle a échappé à la mort parce qu'elle était en train de travailler à 3 heures du matin à son bureau. Mais plusieurs de ses ministres ont été blessés, des femmes de ministres ont été tuées. Et ce que les Britanniques ont vu, c'est l'image de Margaret Thatcher émergeant des ruines de cet hôtel. Des gravats, oui. Des gravats, le
matin allant voir les blessés, et à aucun moment elle n'a perdu son calme et son sang-froid. Elle avait décidé que son discours, qui était prévu pour ce matin-là, son discours aurait lieu à l'heure prévue. Ça a été Le brushing était toujours impeccable. Pas tout à fait, mais la dignité qu'elle a montré, le sang-froid qu'elle a montré, je pense que ça a fait beaucoup pour le respect que les Britanniques ont eu pour elle à ce moment-là. Nous nous retrouvons dans un instant en compagnie d'un député travailliste britannique et de l'ancien ministre Hubert Védrine. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et à l'occasion de la sortie du film Europe 1, La Dame de Fer, Franck Ferrand nous parle aujourd'hui de Margaret Thatcher. Nous sommes en compagnie, au téléphone en tout cas, de Denis McShane, qui est député de la circonscription de Rotherham en Angleterre et qui est député travailliste. Vous avez été, monsieur, ministre des Affaires européennes dans le gouvernement de Tony Blair, de 2001 à 2005. Voilà, exact, oui. Et j'imagine que vous avez vu donc ce film, le film de Phyllida Lloyd. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est une performance de l'acteur américaine Meryl Streep tout à fait remarquable. À l'époque où elle était aux affaires, Madame Thatcher a suscité des réactions très contrastées. Il y avait ceux qui l'admiraient beaucoup et ceux qui la détestaient profondément. Est-ce qu'aujourd'hui encore, l'opinion britannique est à ce point partagée à son égard ? Oui, vous venez dans le nord d'Angleterre où je suis député et vraiment c'est quelqu'un qui est vu, comme a dit un ancien empereur romain, il a créé un désert et l'appelait la paix. Et vous êtes dans une ancienne région minière, il faut dire. Hein. Minière, acier, un peu Longwy, si vous voulez, par rapport à la France. Et là, il y avait une génération détruite. Et il y a quelques réformes qui étaient nécessaires. L'Angleterre était bloquée à la fin des années 70, c'était vrai. On avait des guerres des Malouines, mais aussi elle a soutenu le Moudjahidine en Afghanistan, qui a créé les talibans, et après Al-Qaïda. Elle a soutenu le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Elle a refusé d'accepter l'unification de l'Allemagne. Oui, ça fait beaucoup d'erreurs politiques selon vous. Mais oui. Ce qui est étonnant, c'est que l'année dernière, un grand sondage qui avait été commandé par le Financial Times montrait que pour les Britanniques, à leurs yeux, Madame Thatcher était encore le Premier ministre le plus compétent qu'il y ait eu au cours du dernier demi-siècle. Comment expliquez-vous cette opinion de la majorité des Britanniques ? Parce qu'elle a présidé un énorme changement. Elle a ouvert la porte à quelques réformes très nécessaires. Elle a fait ce qu'il fallait faire avec une détermination qui nous a manqué. Mais elle n'était pas un unificateur. Elle a laissé le pays très divisé, beaucoup de blessures, et ça a pris 20 ans, franchement, parfois pour guérir. Et maintenant, vous voyez le Premier ministre conservateur d'aujourd'hui, M. Cameron, lui, c'est un centriste. Lui, il tâche d'être quelqu'un qui prêche l'unité. Mais plus conciliant et plus consensuel que ne l'était Mme Thatcher, qui, elle, n'a jamais cherché l'unité, en quelque sorte. Exactement. M. Cameron vient d'une famille, une couche sociale très aisée, noblesse oblige. Madame Thatcher, non. Elle détestait les pauvres. Elle disait qu'il y a la société n'existe pas. Il n'y a que des individus qui doivent s'occuper de leur propre destin. C'est une vision très 19e siècle, très libérale dans le sens économique de la terme. Et pour le reste, sont des ratés, les laissés pour compte. Et elle voulait simplement avoir les gens qui ont réussi autour d'elle. Merci beaucoup de cet avis et de ce témoignage, Monsieur McShane. Je rappelle que vous êtes député travailliste de la circonscription de Rotherham, dans le nord de l'Angleterre, et ancien ministre des Affaires européennes du gouvernement de Tony Blair. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Alors, Esther Lenman, nous entendions un député travailliste. Il faudrait avoir aussi le point de vue de certains conservateurs. Elle ne laisse vraiment personne indifférent. Il y a des fans de Margaret Thatcher aujourd'hui encore, et les circonstances un peu dures de son départ, évidemment, n'ont fait que rameuter, en quelque sorte, ses fans. Elle avait créé, il y avait deux clans au sein du Parti conservateur, il y avait deux clans au sein du gouvernement. Il y avait les nôtres, et puis il y avait
ceux de l'extérieur. Alors ceux de l'extérieur, c'était les wets, c'était les mouillés, c'était ceux qu'elle était obligée de supporter pour des raisons soit politiques de l'intérieur du parti, soit politiques plus larges, mais elle avait une espèce de garde rapprochée en qui elle avait confiance et avec qui elle gouvernait, et les autres étaient exclus. Et puis, effectivement, cette guerre interne a perduré pendant tout son règne. Quand quelqu'un était du bon côté, en quelque sorte, il était one of us, et sinon il était out. Un wet, c'est ça, un mouillé, donc, mouillé. c'est ça. On dirait quoi, nous, aujourd'hui? On dirait une poule mouillée en France? Non, un faible. Un faible, oui, c'est ça. Alors, c'est un autre point de vue que j'aurais aimé avoir, celui d'Hubert Védrine, dont on me dit qu'il est au téléphone. Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, mais qui, on l'oublie parfois, dès 1981, était à l'Élysée le conseiller diplomatique du président Mitterrand. Bonjour, monsieur Védrine. Vous étiez aux premières loges pour observer l'attitude de Margaret Thatcher. Oui, d'ailleurs, le premier entretien dans lequel j'étais en tant que conseiller diplomatique preneur de notes, oui. C'est l'entretien qu'a eu François Mitterrand avec Madame Thatcher pendant que nous étions à Londres pour le mariage de Charles et Diana. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, je me rappelle très bien de cet entretien. Et j'avais été frappé d'un double phénomène. D'abord, Madame Thatcher était très heureuse de l'élection de François Mitterrand, qui politiquement était son contraire exact, parce qu'elle avait eu le sentiment d'avoir été snobée par le président Giscard d'Estaing. Et donc, elle se réjouissait de ce changement. Et François Mitterrand faisait attention à ce qu'il n'y ait pas une sorte de coalition des puissances anglo-saxonnes, les États-Unis, la Grande-Bretagne, contre la gauche au pouvoir à Paris, parce qu'il y avait des communistes dans le gouvernement. Est-ce qu'avec Margaret Thatcher, on peut dire que les relations ont été au-delà de simples relations d'État ? Oui et non, c'est-à-dire qu'ils ont une relation étonnamment positive, chaleureuse et respectueuse mutuellement, alors qu'ils étaient en désaccord sur 36 sujets, sur la stratégie nucléaire, sur le désarmement, sur l'Europe bien sûr. Ils avaient un point d'accord, qui était que tous les deux, ils avaient compris très tôt que Gorbatchev était vraiment un dirigeant différent de ses prédécesseurs soviétiques. Est-ce que, au tout début du mandat de François Mitterrand, l'euroscepticisme de Margaret Thatcher et les déclarations permanentes qu'elle faisait contre l'Europe et sa très grande méfiance à l'égard de la politique communautaire ont pesé sur les relations franco-britanniques ? Ah bien sûr, de toute façon elle n'était pas sceptique, elle était hostile. Hostile, oui. Carrément hostile. D'ailleurs, elle avait bloqué dès son arrivée au pouvoir en 1979, à peu près toutes les décisions de l'Europe qui se composaient à l'époque de 10 partenaires, parce qu'il fallait l'unanimité, elle était contre tout. Elle voulait que ce soit parfaitement équilibré sur le plan budgétaire entre ce que la Grande-Bretagne donnait et ce qu'elle recevait. I want my money back. Ouais, c'est ça. Bon, c'est une conception d'apothicaire. Donc elle a tout bloqué. Elle a tout bloqué. Quels seraient, d'après vous, que faut-il retenir du long mandat de Margaret Thatcher comme Premier ministre en Angleterre ? Tout ce qu'elle a fait n'était pas mauvais. Tony Blair, en réalité, sans se réclamer d'elle, mais enfin, il n'a pas remis en cause ses décisions fondamentales. Mais pour la gauche, elle a été trop cruelle, c'est tout à fait clair, ça. Et en ce qui concerne la personnalité, voilà, justement, oui. Tout le monde se retrouve pour lui reconnaître une personnalité vraiment de premier plan, avec énormément de volonté, quelqu'un d'indomptable, quelqu'un d'intrépide, de très tenace, dans certains cas trop. Enfin, c'était tout sauf un personnage ordinaire. Merci beaucoup, monsieur le ministre, de ce témoignage. Merci bien. Elle a aujourd'hui 86 ans, Margaret Thatcher, c'est-à-dire le même âge que la reine. Elle n'a pas tout à fait la même santé, Esther Lenman. On dit aujourd'hui qu'elle souffrait d'Alzheimer, qu'elle souffrirait d'Alzheimer. On a aussi parlé un peu de démence. Enfin, on sait effectivement qu'elle ne va pas bien, qu'elle n'a plus toute sa tête. On ne l'a pas vue depuis des mois. Il y avait encore quelques mois, on la voyait sortir de temps en temps. Elle allait de temps en temps à la Chambre des Lords. De temps en temps, on la voyait aller chez son coiffeur. Là, ça fait des mois qu'on l'a pas vue sortir de chez elle. Le film La Dame de Fer avec Meryl Streep sort donc dans toutes les salles mercredi prochain. Il est en avant-première dans pas mal de cinémas dès aujourd'hui. Je vous signale la biographie de Jacques Leruez, c'est publié chez André Versailles éditeur, ça s'appelle Thatcher, la Dame de Fer, justement. Et puis, je vous conseille d'être à l'écoute d'Europe 1 tout le temps, bien entendu, évidemment, mais notamment dimanche prochain entre 11h et midi, puisque dans l'émission Il n'y en a pas deux comme elle, de la chère Marion Ruggieri, que j'en profite pour embrasser furtivement au passage. Dans cette émission Il n'y en a pas deux comme elle, on parlera des années Thatcher et de ce qu'il en reste toujours à l'occasion de la sortie de ce film.